Dames en heren, welkom. Bedankt voor uw aanwezigheid hier vandaag. Donc, j'ai la mission de vous présenter l'état des lieux d'une politique. Donc, je vais essayer d'être le plus concrète possible. En fait, la politique des déchets, c'est un tas d'initiatives qui, les unes avec les autres, donnent beaucoup de sens. Donc, je vais balayer tout un tas d'initiatives qui ont lieu, de mesures réglementaires, incitatives et autres. Voilà, soyez prêts. D'abord, le contexte. Donc, Bruxelles est une ville assez particulière. On a 1,2 million d'habitants, 45% d'origine étrangère, 180 nationalités, 108 langues parlées. C'est la ville la plus cosmopolite après Dubaï, une densité très élevée, ce qui signifie beaucoup d'emplois dans le secteur tertiaire, une pression foncière élevée, un secteur industriel quasi absent. On a beaucoup de nafteurs, beaucoup de touristes, pas de production de ressources primaires sur le territoire. Deuxième chose, le contexte institutionnel, comme l'a expliqué Françoise avec le système des poupées russes. La région bruxelloise au sein de la Belgique fédérale, au sein de l'Europe. Donc les compétences sont réparties par niveau de pouvoir. La région bruxelloise a les compétences en matière de l'environnement et de la gestion des déchets, mais tout ce qui est normes produits, garanties, fiscalité et autres, c'est une compétence fédérale. La région est responsable de la transposition des directives et notamment de l'atteinte des taux et des obligations, ce qui fait de Bruxelles une ville assez spécifique en matière de ressources déchets et d'autres thématiques environnementales également. L'état des lieux. Donc, en 2017, on a produit 1 630 000 tonnes de déchets en région Bruxelles-Capitale, 1,4 tonnes par habitant par an. Ne sont pas inclus les déchets de terre. Un gros tiers, c'est les déchets de construction et de démolition. Les ménages apparaissent pour 322 000. Les entreprises et pouvoirs publics, 456 000. Les déchets dangereux et autres, résidus d'incinération et autres, pour à peu près 220 000. Le taux de collecte sélective des déchets ménagers est de 43%. Donc, pour rappel, les objectifs sont de 50% en 2020, 55 2025, 60 2030, 65 2035. Quand on regarde pour une ville-région, avec nos 43%, la barre rouge, on se situe dans une moyenne acceptable. Certaines villes, c'était en 2016, vu que les données, c'est un rapport de 2017, faisaient déjà près de 70%. Donc, c'est possible, mais voilà, on est dans une moyenne, on est comme Liège pour le moment. La politique, donc évidemment, l'objectif c'est le zéro déchet. La hiérarchie, l'échelle de Lansing, elle fait partie intégrante de l'ADN de Bruxelles Environnement. Depuis le premier plan, la prévention est à la base de toutes les politiques. Je vous les présente par type d'instruments. Donc, d'abord, tout ce qui est sensibilisation, donc le travail de la demande des citoyens, des entreprises, donc pour qu'on ait des citoyens et des entreprises qui veulent passer au zéro déchet. Pardon. Ensuite, les mesures réglementaires. Ensuite, il faut évidemment parler de la stimulation de l'offre économique alternative et enfin de l'offre et de l'infrastructure publique disponible aux citoyens. Alors, premier axe, le compostage décentralisé. Depuis 1998, la région bruxelloise soutient les initiatives collectives et individuelles de compostage. 180 composts de quartier, 218 maîtres composteurs, avec possibilité de formation par appel à projet. Le Salon Zéro Déchet, une autre initiative, 2 éditions en 2018 et en 2019. Elle se veut la vitrine du zéro déchet en région bruxelloise. Donc il y a plus de 70 exposants, il y a des formations, des workshops, des ateliers, des conférences. Nous-mêmes, on a été un peu surpris du succès la première édition, où on a estimé à 10 000 le nombre de personnes qui étaient venues visiter le salon. Et cette année, les estimations allaient jusqu'à 15 000. On a aussi réalisé une première édition d'un salon pour les professionnels cette année, avec 500 entreprises qui étaient présentes en novembre cette année. Le challenge, donc
une autre partie du dispositif pour inciter les citoyens à faire cette transition vers le zéro déchet. Première édition donc, a commencé fin 2018. Cédric vous les a présentés. Les résultats sont éloquents. On est à 25% du poids moyen du bruxellois. Donc, ce sont des ménages qui travaillent, qui ont des enfants, qui ont une vie sociale. Et malgré tout, la quantité de déchets non triés est extrêmement limitée. Donc, cette challenge, c'est sûr, pour nous, ça a été un signal comme quoi c'est possible et on peut y aller. La deuxième édition est en cours. Enfin, le lancement officiel, c'est samedi prochain, mais les ménages ont été sélectionnés. On a élargi à 180 ménages et groupes, et donc on a plus de 600 personnes qu'on va accompagner pendant 1 an pour réduire de 50% leurs déchets. Une autre partie du dispositif, donc il y a la sensibilisation, le challenge, on va travailler par appel à projet pour essayer de stimuler un maximum les Bruxellois que Bruxelles Environnement ne peut pas toucher directement. Et donc on a 3 appels à projets principaux vers les communes et les CPAS, où une commune s'est lancée dans le zéro déchet pour les bébés, une autre installe un compost dans son parc, tous des projets où les communes sont directement en contact avec leurs citoyens. Les appels à projets pour les associations, on va travailler avec une maison de jeunes qui va faire des ateliers zéro déchet, avec un club de sport qui va installer des fontaines à eau plutôt que les bouteilles jetables. Inspirons le quartier, là on s'adresse directement à des collectifs de citoyens qui veulent monter une donnerie de quartier, qui veulent organiser des ateliers de couture entre voisins. Donc on est à 80 projets en 2 ans. Et la plus-value, c'est que nous offrons une formation et une mise en réseau de ces acteurs relais. Donc 130 personnes qui ont été formées par les facilitateurs de Bruxelles Environnement et qui sont eux-mêmes en lien direct avec des groupes de citoyens. Autre soutien récurrent, c'est les Repair Cafés. Donc on offre un subside structurel depuis 2014. Il y en a 33 pour le moment en région bruxelloise et c'est sûr que les Repair Cafés sont vraiment un moteur indispensable pour la transition des citoyens. Une adresse zérodéchetsenvironnement.bruxelles, donc c'est un site web, pour compléter le dispositif, il y a tous les conseils, il y a les infos sur le challenge, il y a un agenda avec toutes les initiatives zéro déchet bruxelloises, bien plus large que celle que Bruxelles Environnement organise bien entendu. Il y a la newsletter à laquelle on a, je crois, 2500, 3000 abonnés, on a une page Facebook, donc pour le zéro déchet, voilà, il y a tout ce que je viens de dire se retrouve sur le site web. La demande par rapport aux entreprises, donc pour le moment, on travaille plutôt avec le dispositif du label qui donc il va récompenser les entreprises bruxelloises qui réduisent leur impact environnemental, mais il y a une nouveauté, c'est qu'il y a un référentiel que toute entreprise peut aller consulter. Et dans ce référentiel, il y a une 50aine de bons gestes et de bonnes pratiques relatives aux déchets. Et alors, on offre également, dans le cadre du label, des accompagnements et des formations. On travaille également avec FOST Plus maintenant pour développer une campagne sur le tri obligatoire dans les entreprises, les snacks et Horeca dont on parlait tout à l'heure. Si on aborde maintenant le volet un peu plus réglementaire, une des grands axes de cette politique-là, ces instruments-là, c'est la responsabilité élargie des producteurs. Donc la responsabilité élargie des producteurs, on en a également parlé ce matin, mais c'est le fait de rendre les producteurs de produits responsables, financièrement notamment, de la collecte et du recyclage des déchets issus des produits qu'ils mettent sur le marché. Donc il y a 9 flux qui sont soumis à ce principe en région bruxelloise et il y a 8 éco-organismes. Donc FOSS Plus pour les emballages, BEBAT pour les piles et accumulateurs, Valipac les emballages industriels, Recitailleur pour les pneus, Febelauto les véhicules hors d'usage, Récupel les déchets électriques et électroniques, les huiles usagées Valorlup et le tout dernier PV Cycle. Ça fait 165 000 tonnes de déchets qui sont collectés par an et financés par ces éco-organismes. Donc c'est quand même tout un coût qui échappe à la collectivité.
Récupel, je pense que c'est 30 millions d'euros le budget annuel. Bébat, 20 millions. FOSPlus, on est à 180 millions de coûts annuels pour la Belgique. Et donc, c'est un instrument qui a fait ses preuves, qui a tout son sens. Mais quand on regarde, voilà, FOSPlus, c'est 94, Bébat, 95, 97 pour Valipac. Récupel 2001. Et donc, c'est un instrument majeur qui a fait ses preuves, mais on observe malgré tout quelques écueils. Et donc, les taux stagnent, il y a moins d'évolution particulière. Et alors, on voit la courbe en bleu, que ce soit pour les piles ou pour les D3E. On voit que la région bruxelloise est quand même... Les résultats sont nettement moins performants que les moyennes belges, la région wallonne et la région flamande. Alors, plus que probablement, on consomme un peu moins, on a moins d'espace, le niveau de richesse est différent et autres. Mais la différence est quand même relativement élevée. Donc ça fait partie du plan, Cédric en a parlé tout à l'heure, je ne sais plus, mais un des gros axes, c'est de moderniser cette responsabilité élargie du producteur, remonter en amont dans la hiérarchie de l'ANSING, et il y a une grosse étude qui est en cours pour le moment, avec, on l'espère, des résultats dès la fin de cette année. Autre mesure réglementaire, les obligations de tri, donc depuis 2010 pour les ménages, 2012 pour les entreprises, papier, carton, PMC, verre, les déchets verts, les déchets dangereux et bien entendu tous les flux soumis à REP. En 2012, on a introduit une taxe à l'incinération, donc c'est vraiment également le principe du pollueur-payeur. Chaque tonne de déchets incinérés, à la base c'était 6 €, maintenant c'est indexé, mais ces montants sont obligatoirement réinvestis dans des politiques de recyclage, de réemploi ou de prévention. L'autocollant Stop Pub, c'est une mesure, c'est depuis 2001 que cet autocollant interdit les distributeurs de mettre de la publicité sur les boîtes aux lettres qui en ont. C'est 180 000 boîtes aux lettres, c'est un chiffre qui est en évolution constante. C'est un geste qui ne représente rien pour le citoyen, mais c'est 16 kilos par boîte aux lettres de papier par an, de papier évité chaque année. Petit geste, grand impact. Et alors, dans les mesures réglementaires, depuis 2004, on soutient de manière récurrente l'économie sociale. Donc, pour 4 flux de déchets, chaque tonne collectée, réemployée et recyclée bénéficie d'un subside qui varie en fonction du mode de traitement, bien entendu. L'an passé, on était autour de 350 000 € de soutien pour ces entreprises actives dans le réemploi. Une mesure phare également dans les mesures réglementaires, c'est l'interdiction des sacs en plastique à usage unique, où on a passé un cap, mais la mesure est très bien passée au sein de la population. C'était une mesure par étapes, donc 2017 les sacs de caisse, 2018 les sacs pour fruits et légumes, et maintenant, 29 février, l'étape d'après, les sacs en fruits et légumes, les sacs pour fruits et légumes, même biosourcés, seront interdits. Donc, les citoyens vont devoir venir avec des emballages réutilisables. Mais on observe que ce soit les épiceries, les grandes surfaces, ces sacs biosourcés sont quand même de moins en moins utilisés. Donc la transition a eu lieu par elle-même. La stimulation de l'offre économique alternative. Et donc là, évidemment, je pense que la majorité d'entre vous a entendu parler du programme régional en économie circulaire, qui était un programme adopté en 2016, qui avait la particularité d'être porté par 4 administrations, piloté par 3 ministres. Il y a 111 mesures, 4 secteurs, dont le secteur des ressources et déchets. Donc, quelque part, le plan fait directement référence aussi au PREC pour la transition de l'économie. Une des mesures phares de ce PREC, c'est l'appel à projet bicirculaire. C'est 3 éditions, c'est plus de 5 millions d'euros, c'est 96 projets soutenus. Alors en ressources déchets, il y a quelques exemples. On a notamment un ferrailleur qui, dans le cadre d'un projet Impact Plus, donc c'est 200 000 € de soutien, a réorienté son activité et collecte les D3E, donne son gisement à l'économie sociale en premier lieu pour le réemploi, et ensuite dépollue les D3E récupérés. Et donc c'est une histoire assez intéressante de transition d'une grosse entreprise industrie bruxelloise. Autre projet, on a Revolta, donc là c'est une jeune start-up qui récupère des stacks de batteries électriques
qui les stocke dans des modules et qui permet de stocker l'énergie des panneaux solaires. Donc, tout autre projet, mais très innovant également. Le réemploi des matériaux de construction, c'est un grand chapitre du PREC également, où on a des entreprises, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille avec Rotor, notamment pour mettre en place cette filière de réemploi, donc des châssis, des fenêtres. Et maintenant, Rotor, c'est 30 employés dans la SBL et 10 personnes dans une entreprise qui vont sur le chantier, démantèlent et remettent en œuvre des matériaux de réemploi. Le PREC, c'est également un gros axe avec l'économie sociale et la formation valoriste qui permet de remettre à l'emploi des personnes après une formation qualifiante. Le soutien de l'offre, en parallèle au PREC, on est dans l'expérimentation avec l'appel à projet Zero Waste Retail, où on va soutenir des petits commerçants qui testent des solutions mais qui ne sont pas spécialement viables économiquement. Et donc, on a mis le focus sur tout ce qui était emballage, contenants réutilisables, consignes, avec une dizaine de projets sélectionnés. Et donc, on a ici la carte des magasins qui vendent au vrac, les bonnes pratiques qu'on peut avoir pour les contenants réutilisables, disponibles ou pas, on pourra les transférer à tous ces magasins, s'ils le souhaitent évidemment. Alors, on va travailler sur les biodéchets, j'y reviendrai, et sur les événements. L'offre et l'infrastructure publique. Donc, on a une collecte en porte-à-porte régulière pour 5 flux. Première collecte, c'était 91, 92, je ne sais plus par cœur. Donc, c'est un service qui n'existe pas dans toutes les villes non plus. On a des points d'apport volontaires, les bulles à verre, des proxys chimiques pour les déchets dangereux et 5 reciparcs, un centre de tri, un centre de compostage et une unité de valorisation énergétique. Si on passe de l'autre côté, du côté ressources, on a maintenant 2 ressourceries actives en la région. Il y a les composts de quartier, il y a Recyca, donc il y a une plateforme de 6000 m² qui est dédiée à l'économie circulaire, à la réutilisation et qui abrite des entreprises innovantes en économie circulaire. Les communes peuvent mettre des gift box à destination des citoyens et autres. Voilà, c'était un panel assez rapide de tout ce qui se fait depuis quelques années. L'an prochain, donc cette année, on est déjà en 2020, les priorités, donc monsieur le ministre l'a annoncé, c'est les biodéchets. Donc tout ce qui est compostage décentralisé, on a un facilitateur dont les missions ont été quasiment doublées. On va mettre en place un facilitateur pour les professionnels. Le projet est en cours, donc à mon avis, il sera opérationnel fin de l'année. Il y a cette implantation d'une unité de biométhanisation pour laquelle l'étude de faisabilité va commencer. Et alors également, il y a une réflexion sur anticiper les collectes obligatoires des biodéchets. Les REP, j'en ai parlé, donc moderniser le système pour la fin de l'année. La prévention, il y a la déclaration de politique régionale parle d'événements où on limite l'utilisation des plastiques et d'une transposition ambitieuse de cette directive plastique dont Françoise Bonnet parlait tout à l'heure. Le tri, on a cette recherche-action qui commence où on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que le bruxellois trie moins bien que les autres, de quoi il a besoin, que ce soit en sensibilisation ou en infrastructure. Et c'est un groupe de travail collaboratif qui reprend pas mal de parties prenantes de la politique qui se réunit pour ces recherches-actions. On s'engage également dans un projet pour généraliser le tri dans les espaces verts de Bruxelles Environnement et travailler sur le tri en dehors du domicile. Avant les conclusions, une petite parenthèse humaine. Je voudrais remercier sincèrement toute l'équipe du département déchets. On est 10 pour porter toute cette politique. Et voilà, un investissement sans relâche. Et voilà, le monde est là aujourd'hui. Et donc, en synthèse, la transition vers le zéro déchet, elle est en cours. Plein d'initiatives citoyennes, associatives, d'entreprises zéro déchet. Le terreau, il est fertile pour le citoyen qui le souhaite. Les modes de vie zéro déchet, ils sont acceptés, ils sont même souhaités par une partie de la population. Un sondage nous dit que 43% des Bruxellois estiment qu'il faut complètement revoir notre modèle économique et sortir du mythe de la croissance infinie. C'est des chiffres qui parlent. Par rapport au recyclage, on est à 43%, une performance dans la moyenne pour d'autres grandes villes. Le comportement est loin d'être généralisé.
On dit que le zéro déchet fait ça apparaît, mais en fait, seuls 7% des Bruxellois fabriquent leurs produits d'entretien. 50% des Bruxellois n'achètent jamais en seconde main, 40% achètent parfois en seconde main. Donc, quelque part, les Vinted, les eBay, les autres, ça touche quand même une petite partie de la population. Et seulement 30% des Bruxellois utilisent des gourdes ou des contenants pour leurs boissons. Donc, les initiatives sont là, l'information est disponible, mais maintenant, il faut passer à une autre échelle. Les objectifs européens, comme Françoise le disait, c'est un réel vecteur. Donc pour le moment, on est... voilà, vous voyez la flèche. Hein. Il y a un gros bond à faire pour 2020, et puis il faudra continuer à entretenir les bons gestes qui auront été acquis. Et donc comme conclusion, il y a des initiatives, mais il faut une accélération, une généralisation, une démultiplication urgente de toutes ces mesures politiques. Le plan d'échec que Cédric a présenté tout à l'heure est une partie de solution, mais il nous faut une co-construction avec les parties prenantes indispensables. Les parties prenantes doivent s'approprier le projet, que ce soit le secteur privé, la grande distribution, que ce soit les autres administrations. Quand on cherche un lieu pour faire un site de compost ou une réparathèque ou autre, il faut que les autres administrations publiques puissent aussi répondre présent et mettre ces espaces à disposition. Et enfin, pour revenir au tout premier slide, on doit dépasser notre cadre et pouvoir comprendre et s'adresser à l'ensemble des Bruxellois pour opérer cette transition. Merci Céline, merci beaucoup, merci Felinska. Vous restez un petit instant avec nous. L'exercice est simple, hein, donc ce sont de vraies questions. On va en engranger plusieurs et puis vous aurez l'occasion de répondre globalement. Qui se manifeste, qui a envie d'intervenir? Vite fait. 1, 2, 3. Au milieu, je vois un bras qui s'est levé. Faites passer le micro. Bonjour, je suis étudiante en droit européen et je suis là aussi avec l'association WORMS. Je me demandais par rapport à la première slide sur justement le contexte bruxellois, qui est un contexte spécifique. Vous parliez de 4 millions de touristes et il y avait un chiffre aussi par rapport à 350-400 000 lafters. Voilà. Et donc je me demandais par rapport aussi à toutes ces personnes qui viennent régulièrement sur le territoire bruxellois, comment Bruxelles Environnement prend en compte, si Bruxelles Environnement a des pistes de réponse par rapport à ce contexte particulier qui fait que, par exemple, pour les touristes, le tri chez nous, c'est, enfin voilà, ils connaissent pas et ils le font pas, quoi. Et même pour toutes les populations qui arrivent, qui repartent régulièrement, même si c'est des périodes de quelques mois, comment faire en sorte que le tri, notamment des déchets, soit effectif malgré ce contexte. Ça rebondit hein, sur la question tout à l'heure aussi des snacks, etc. Bref, on a quoi faire. Oui, Marina J, un micro. Merci beaucoup, merci pour votre exposé. Moi, j'avais une question concernant les 626 000 tonnes de déchets industriels, de déchets de construction, pardon. Vous avez parlé de rotor, c'est fort intéressant, mais je pense que ça reste quand même relativement limité par rapport à la production globale. Avec les démolitions qui restent monnaie courante dans l'immobilier bruxellois, comment est-ce que vous envisagez cette évolution? Est-ce qu'il y a vraiment moyen d'appliquer le principe du meilleur déchet et celui qui n'existe pas? Merci. Prospective. Encore une question. N'hésitez pas à lever le bras bien haut. Hein. Ah ben voilà, le micro. Oui, bonjour. Une question par rapport au parc à conteneurs, enfin plutôt aux ressourceries. Donc on a évoqué le nombre de 2 ressourceries sur la région bruxelloise, donc une pour 500 000 habitants. Nous, à la ville de Bruxelles, on organise des campagnes d'encombrants, donc les gens viennent se débarrasser des objets qui ne leur servent plus. Et très souvent, ces objets peuvent encore avoir une vie, une seconde vie, mais voilà, finalement, les possibilités pour faire en sorte qu'ils aient une seconde vie sont assez limitées. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui existe au niveau de la région pour augmenter ce nombre de ressourceries dans le futur, de façon à limiter la quantité de déchets qui arrivent dans les parcs à conteneurs et sur les sites de campagne d'encombrement organisés par les communes? Merci pour cette intervention. Je pense qu'on a déjà une petite série. Oui, ok. Donc, par rapport
au tri, la multiculturalité et les touristes, bien, on est en train de lancer cette action, cette recherche-action pour essayer de comprendre justement comment s'adresser aux différents publics cibles. Après, on vient de réaliser une petite étude sur un flux particulier, à savoir les piles. Et donc là, dans toute la communauté des expatriés, pour un peu voir quels étaient le message. Et si je me rappelle bien, le message, c'est à partir du moment où ces gens ont l'information, ils vont trier, mais effectivement, l'information n'est pas systématiquement accessible. Et donc là, BEBAT va essayer de voir avec les administrations communales et autres comment faire. Donc à mon avis, le tri, de manière générale, pour les touristes, ça doit se répliquer. Il s'agit avant tout d'aller plus loin dans l'information. En tout cas, les résultats, c'est ceux qui ont l'information le font. Donc il y a peut-être un problème d'information, qu'il faut aller encore plus loin que les campagnes actuelles. Par rapport aux déchets de construction, effectivement, je n'ai pas repris tout le plan. Hein. Ici, Rotor, on parlait des bonnes pratiques des initiatives zéro déchet. Il y a une grande partie de ces 626 000 tonnes qui est recyclée. C'est des granulats de construction. Donc le poids, donc il y a une vision, voilà, une gestion quand même assez adéquate. Je pense qu'on est à 80-90% du taux de recyclage des déchets de construction, mais ce n'est pas assez, bien entendu. Dans la prospective, il y a le projet BAMB, où il y avait vraiment cette idée de construire un bâtiment pour pouvoir le démonter à la fin. Donc on est... Et quelque part, il y a une évolution toute récente qui vient de se faire, à savoir que la thématique du réemploi des matériaux, de matériaux de construction, a quitté la sphère ressources déchets pour aller dans la sphère construction durable. Et donc maintenant, on ne s'adresse plus aux entrepreneurs ou aux démolisseurs, mais aux architectes et autres. Et tous les outils mis en place par la division énergie pour le bâtiment durable vont pouvoir être exploités pour la vision matière et la construction avec une réflexion sur le démantèlement à la fin. Les ressourceries, si c'est la dernière question, mais là, l'appel à projet pouvoirs locaux hein, qui va bientôt avoir de nouveaux lieux. On offre des soutiens financiers. Donc c'était 100 000 euros, 80 000 et 60 000, 3 années de suite, pour les communes qui souhaitent installer une ressourcerie sur leur territoire. Il y a d'autres moyens, à mon avis aussi, des collaborations avec l'économie sociale, les jours où vous faites la collecte des encombrants. En tout cas, c'est les deux premières pistes que je vois comme ça. N'hésitez pas, on a donc un facilitateur zéro déchet qui travaille avec les communes et qui peut traiter ces questions avec vous. Parfait. Le networking continue. Voilà. Hop, encore une. Voilà, je vois là au milieu. Désolé, mais d'ici, on ne voit pas toujours. Il y a du reflet. Bonjour, merci pour la présentation. Je ne sais pas si je pose la question à la bonne personne, mais y a-t-il une réflexion au niveau européen? On m'entend ou pas? Y a-t-il une réflexion au niveau européen sur justement les couleurs, par exemple, des sacs de déchets? Parce que rien qu'à l'échelle de la Belgique, les couleurs des sacs pour les PMC ne sont pas les mêmes entre les régions, voire les villes. Eh bien, est-ce qu'il y a des réflexions? Depuis peu, oui. C'est le plan d'action sur économie circulaire 2.0 qui, au niveau européen, va réfléchir en tout cas sur des modalités de collecte et de tri. Et la question de la couleur sera abordée, mais on ne peut pas garantir le succès parce que chaque pays va vouloir défendre ses couleurs. Mais l'Europe s'est en tout cas approprié tout récemment la thématique, la problématique. Oui. Vous allez dire que je suis un peu obsédée par la question, mais je reviens avec la question des consignes, que ce soit pour les piles, pour les bouteilles en plastique, PET, canettes, etc. Qu'est-ce qui fait que Bruxelles ne se donne pas les moyens de développer ce système? Ben, pour le moment, et depuis de nombreuses années, on a un système assez performant de collecte en porte-à-porte. Alors, il y a eu la question de la propreté publique, d'augmenter les taux. Il y a eu des accords volontaires avec le secteur, notamment pour éviter
la consigne. Ces conventions sont en cours. Je crois que le bilan sera fait et à ce moment-là, la décision sera prise d'instaurer ou pas en fonction des résultats obtenus. Et pour revenir aussi sur ce que Françoise disait, je pense que si on met un système de consigne uniquement en région bruxelloise, le système est difficilement gérable. Donc, ce n'est pas exclu de l'agenda politique. Je ne sais pas. Mais ça ne vous satisfera pas comme réponse. Je n'en doute pas, mais on en prend acte. Une dernière intervention ici devant. Voilà. Et puis Très petite. Quelle est la source de ce chiffre de 43% de Bruxellois qui souhaitent sortir de la croissance indéfinie? C'est un baromètre zéro déchet qu'on a réalisé en septembre-octobre de cette année, mais il n'est pas encore tout à fait publié, enfin finalisé, donc pas encore publié. Merci pour ces précisions, interventions. Merci Selinska. J'en profite d'ailleurs pour vous signaler que tous les PowerPoint qui ont été présentés durant cette journée seront disponibles sur la page PGRD qui vous sera présentée à l'issue de cette journée. Je pense avoir cru comprendre que ce sera le cas. PGRD.